Qu'est-ce que le fait d'être l'homme le plus riche de l'histoire? S'agit-il de nager dans une richesse infinie ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Peut-être ne s'agit-il pas seulement de richesse, mais aussi du pouvoir et de l'influence incroyable qu'une personne peut exercer sur la société? Ou s'agit-il d'aller au-delà de la richesse personnelle pour avoir un impact positif sur le monde? Découvrons-le. Lion du Mali. Vous avez Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Forbes, le magazine qui recense les personnes riches, a déclaré qu'il était la personne la plus riche de la planète. À quel point? Essayez de vous faire une idée. Sa fortune personnelle s'élève à environ 177 milliards de dollars. C'est plus d'argent que le produit intérieur brut de la plupart des pays. Sérieusement, c'est tellement d'argent qu'il ne pourrait pas tout dépenser en une vie, même s'il essayait vraiment. Supposons maintenant qu'il vive jusqu'à 80 ans. Pour brûler tout cet argent sans gagner davantage, sans tenir compte des intérêts, il devrait dépenser près de 22 millions de dollars américains chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. C'est plus de 10 fois ce qu'un Américain moyen gagne dans toute sa carrière, chaque jour, pendant environ 8400 jours d'affilée. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si Jeff Bezos est peut-être la personne la plus riche de ces derniers temps, il est loin d'être l'individu le plus riche de l'histoire de l'humanité. En fait, si l'on tient compte de l'inflation, une personne surpasse de loin la fortune de Jeff Bezos. Sa fortune est plus de 2 fois supérieure à celle de Jeff Bezos, et même supérieure aux fortunes combinées d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de Warren Buffett et de Jack Ma. Ce qui est intriguant, c'est qu'en dépit de sa richesse monumentale et de son importance historique, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de cette personne. Permettez-moi de vous présenter Mansa Musa, la personne la plus riche de l'histoire. Vous vous demandez peut-être pourquoi Mansa Musa n'est pas un nom connu de tous. Il y a 2 raisons principales à cela. Tout d'abord, il a vécu il y a près de 750 ans, ce qui est assez éloigné dans le temps. Deuxièmement, il était le sultan de l'Empire du Mali, une partie de l'histoire qui ne reçoit pas autant d'attention dans les systèmes éducatifs d'Europe et des États-Unis, même si l'Empire du Mali était tout à fait extraordinaire. À son apogée, au XIVe siècle, il couvrait près d'un demi-million de kilomètres carrés et abritait environ 5% de la population mondiale. Cette incroyable ascension s'est produite en quelques générations seulement, pendant ce que l'on appelle l'âge d'or du commerce en Afrique. Cette croissance incroyable s'est produite en quelques générations seulement au cours de ce que l'on appelle l'âge d'or du commerce en Afrique. En fait, près de la moitié de tout l'or du monde connu à cette époque provenait de 3 mines d'or au Mali. L'or, vous comprenez, mais le sel? À l'époque, le sel avait une grande valeur. Dans certaines régions de l'Afrique du XIVe siècle, le sel valait autant que l'or, littéralement. Après tout, le sel est un élément fondamental de notre alimentation. Il rehausse le goût des aliments et sert de conservateur, ce qui n'était pas négligeable avant l'ère de la réfrigération. Dans les régions où le sel était rare, il valait son pesant d'or. L'or, quant à lui, est brillant. Alors que nous l'utilisons aujourd'hui dans diverses industries, au XIVe siècle, son attrait reposait essentiellement sur son aspect visuel. Mansa Musa est né vers 1280 et est devenu le 10e souverain de l'Empire du Mali vers 1312. Au fait, Mansa n'est pas un prénom, c'est un titre qui signifie empereur ou sultan. Et disons que son accession au pouvoir a été quelque peu inhabituelle. Remontons le temps jusqu'à l'époque où tout a commencé. En 1312, il y avait au Mali un empereur audacieux et ambitieux du nom de Mansa Aboubakari Keïta II. Certains l'appellent Abou Bakr II, mais appelons-le Keïta. Cet empereur avait une idée plutôt audacieuse. Il voulait naviguer jusqu'au bord de l'océan Atlantique. Il a donc rassemblé 200 bateaux solides et 100 navires de ravitaillement, armés par des âmes courageuses prêtes pour l'aventure. Leur mission? Naviguer jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Après un long et périlleux voyage, un seul bateau est revenu pour raconter l'histoire. Son capitaine avait une histoire à raconter qui donnait des frissons à tous ceux qui l'écoutaient. Il parle d'un tourbillon colossal qui a englouti ses camarades. Mais Keïta était un aventurier qui ne se laissait pas décourager par de tels récits. En fait, il était si déterminé qu'il décida de mener lui-même l'expédition, cette fois avec une flotte de 3000 navires. Lors, fait surprenant, Keïta n'a pas choisi un membre de sa famille pour régner en son absence. Il a choisi un membre compétent de sa cour, Moussa, qui n'avait pas de sang royal, mais était connu pour ses compétences et son caractère. Ce choix, libre de toute contrainte héréditaire, en dit long sur les capacités de Moussa. Hélas, Keïta n'est jamais revenu de son épopée. Certains disent qu'il aurait même atteint les lointains rivages de l'Amérique du Sud. Quel que soit son destin, le Mali n'était pas destiné à devenir un empire maritime. Au contraire, Moussa, fermement ancré sur la terre ferme, tourna son regard vers l'Est. Au fur et à mesure qu'il gouvernait et étendait le territoire du Mali, sa richesse augmentait en parallèle, faisant de lui la personne la plus riche de toute l'histoire. Les documents historiques, y compris les manuscrits locaux et les récits de voyageurs, nous éclairent sur les sources principales de la richesse de Mansa Musa. Sa richesse provenait principalement des abondants gisements de sel et d'or exploités dans le royaume du Mali.
En plus de ses ressources précieuses, l'ivoire d'éléphant était également une source majeure de sa richesse. Dans l'ensemble, l'opulence de l'Empire du Mali provenait principalement du contrôle et de la taxation des routes commerciales du sel provenant des régions du Nord. En outre, l'Empire profitait considérablement du commerce de l'or, qui provenait des territoires riches en or du Sud. Ces régions, telles que Bambouk, Ouangara, Bour, Galam, Tagaza et d'autres, ont contribué de manière essentielle à la prospérité du Mali pendant de nombreux siècles. Moussa préférait établir des relations par le biais d'échanges culturels, mais il n'hésitait pas à prendre des mesures lorsque cela s'avérait nécessaire. Son armée s'est attaquée aux bandits du désert qui perturbèrent le commerce dans le Sahara, ce qui a permis d'ouvrir d'autres routes commerciales. Le Mali a vu affluer la soie chinoise, les tissus persans, les épices indiennes, la métallurgie européenne et les chevaux arabes. Les taxes prélevées sur ces marchandises ont permis de gagner de l'argent. Le Mali se concentrait sur le contrôle des routes commerciales plutôt que sur les sources des matériaux échangés, comme les mines d'or ou les forêts. Pour ce faire, il taxait les caravanes qui entraient et sortaient de son territoire. Les caravanes jouaient un rôle important dans l'économie du Mali, et Méli, sa capitale, était un centre commercial très actif. On y trouvait une multitude d'habitations, de la nourriture en abondance et une communauté prospère d'artisans et de marchands. Ces artisans répondent aux besoins des commerçants qui préparent leur long voyage de retour ou qui cherchent simplement à dépenser leur argent durement gagné. Le flux constant de personnes stimule également l'agriculture. Moussa veillait à ce que les routes alimentant les caravanes soient sûres, en faisant parfois appel à des esclaves. Il est intéressant de noter que le Mali a gardé les champs d'or quelque peu cachés. Il a eu recours à des intermédiaires soudanais et à une pratique unique appelée « commerce silencieux ». Les commerçants étrangers laissaient leurs marchandises à un obstacle naturel, souvent au bord d'une rivière, et se retiraient. Les mineurs inspectaient alors les marchandises et laissaient de l'or en guise de paiement. Les commerçants revenaient chercher l'or si l'offre était bonne ou négociaient pour en obtenir davantage si elle ne l'était pas. Ce système a permis de protéger les intérêts du Mali en gardant le secret sur les gisements d'or, en respectant les frontières territoriales et en maintenant un précieux monopole. Il a également renforcé le mystère entourant les réserves d'or du Mali, ce qui a donné lieu à de folles spéculations sur leur richesse. Le contrôle indirect des routes commerciales semble avoir été une approche pratique, compte tenu de la diversité de l'Empire. L'or était extrait dans des régions habitées par des communautés traditionnelles aux croyances animistes, dont certaines n'avaient que peu de lien avec l'Empire ou se trouvaient complètement à l'extérieur de ses frontières. Les archives historiques suggèrent que les Mansa successifs, les empereurs du Mali, ont su gérer efficacement leurs relations avec ces mineurs. Les richesses recueillies par le biais des tribus et des taxes témoignent de leur succès. Cette approche économique non interventionniste, quelque peu inhabituelle dans les empires qui privilégient généralement le contrôle centralisé, était également influencée par les circonstances de l'époque et la grande diversité géographique et culturelle des territoires du Mali. Essayer de superviser ces opérations directement depuis la capitale, Méli, aurait été une entreprise logistique incroyablement difficile. Cela s'explique par la dispersion des ressources et des langues, ainsi que par la présence du formidable désert du Sahara. Au lieu de contrôler directement les gisements d'or, Moussa semble se contenter de recevoir un tribut des mineurs et de taxer les caravanes commerciales qui traitent avec eux. Cette pratique générait des revenus suffisants pour l'Empire. Le Mali vit une énorme quantité d'or quitter ses frontières, influençant même indirectement la monnaie du Portugal via le Maroc. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la maximisation des revenus des champs aurifères existants, Moussa étendit le territoire de l'Empire, souvent aux dépens de l'Empire Songhai rival. Il incorpora 24 nouvelles villes au Mali pendant son règne, dont certaines dans des régions riches en or. L'investissement de Moussa dans le commerce et son approche non interventionniste de la gestion ont porté leurs fruits et l'économie a continué à prospérer. Les frontières du Mali s'élargirent et sa réputation internationale s'accrut. Bien que les archives financières de l'Empire aient disparu depuis longtemps, l'héritage de Moussa et son remarquable pèlerinage du Hadj suggèrent que l'économie décentralisée du Mali, malgré son éloignement de la couronne impériale, était plus que adéquate. Le plus grand pèlerinage de tous les temps. Il est difficile de donner un chiffre exact aujourd'hui, mais certains affirment qu'il pourrait s'élever à environ 400 milliards de dollars, une fois corrigé de l'inflation. Le montant exact n'a pas vraiment d'importance. Le fait est qu'il était incroyablement riche, peut-être la personne la plus riche de l'histoire. Et qu'a-t-il fait de toute cette richesse? Il l'a utilisée pour améliorer la vie des autres, ce qui n'est pas une mauvaise façon de dépenser la plus grande fortune de l'histoire. En 1324, Mansa Moussa s'est embarqué pour le Hadj, le pèlerinage obligatoire à la Mecque pour tous les musulmans. Plutôt que de risquer un voyage en mer, comme son malheureux prédécesseur, Moussa choisit la voie terrestre, couvrant une distance d'au moins 6000 miles le long des routes des caravanes qui étaient vitales pour le commerce de son empire. Ce voyage l'a conduit à travers le Maghreb, jusqu'en Égypte, puis jusqu'à la Mecque.
En plus d'éviter les périls de la mer, cette route terrestre offrait d'excellentes possibilités de réseautage, même selon les normes médiévales. Au cours de son remarquable voyage, Mansa Moussa s'est arrêté dans les villes égyptiennes d'Alexandrie et du Caire, suscitant l'intérêt des Arabes et des Européens. Connu pour ses actes de bonté et sa générosité en matière de zakat, il a distribué une grande partie de son or aux personnes qu'il a rencontrées, en particulier les plus démunis dans les rues du Caire et d'Alexandrie. En outre, il s'est engagé à construire des mosquées tous les vendredis lorsqu'il se rendait à la Mecque. L'impact de sa bienveillance se répercuta sur l'Égypte, la Mecque et Médine pendant des années, alors que les économies locales étaient en difficulté et que les prix de l'or diminuaient de manière significative. La réputation de Mansa Moussa, roi musulman d'Afrique subsaharienne débordant d'or, s'est répandue dans le monde arabe et en Europe. Les marchands italiens et les Égyptiens racontent les histoires de ce riche monarque, ce qui lui vaut une place de choix sur les cartes élaborées par les Arabes et les Européens, y compris une carte italienne. Il n'y a pas beaucoup de documents écrits sur le règne domestique de Moussa, mais il y a beaucoup d'informations sur son âge. En fait, Moussa a voyagé en grande pompe, laissant une impression durable sur ceux qu'il rencontrait. Son entourage se composait de 60 000 personnes, dont de nombreux militaires, et de 12 000 esclaves. Tous se paraient de luxueuses étoffes de brocart et de soie et portaient d'importantes quantités d'or. 500 esclaves marchant devant Moussa, chacun tenant un bâton en or pur. 80 chameaux accompagnaient la caravane, portant de la poussière d'or comme argent de poche. Certains rapports suggèrent même qu'il avait des chevaux et des éléphants avec lui. Lorsque sa seconde épouse a eu un problème avec la poussière du désert, Moussa a ordonné la construction d'un système d'irrigation complexe avec des tranchées huilées pour remplir sa baignoire. Tout au long du voyage, Moussa a insisté sur l'importance personnelle de l'islam pour lui et sur son rôle en tant qu'outil diplomatique. Sa décision de quitter son trône pour le pèlerinage était déjà impressionnante, mais il est allé encore plus loin en faisant construire une mosquée partout où son entourage s'arrêtait un vendredi. Les récits divergent sur la manière dont cela a été réalisé. Certains disent qu'il a ordonné la construction d'une mosquée à chaque étape, tandis que d'autres suggèrent que sa suite transportait une mosquée démontée à ériger pour les prières en fonction des besoins. Sur le plan diplomatique, Moussa utilisait sa foi pour établir des relations avec les dirigeants locaux. Son important entourage lui servait également de protection, car un précédent Mansa avait péri aux mains de bandits lors d'une tentative de Hajj des décennies plus tôt. Le succès du voyage de Moussa a démontré que le Mali gagnait en puissance et en importance. Au milieu de la grandeur du pèlerinage de Moussa, il y eut des moments de tension, en particulier lorsqu'il arriva à la cour du sultan mamelouk du Caire, Al-Nasir Muhammad. L'arrivée de Moussa, avec une caravane de 60 000 hommes, ressemblait à une armée d'invasion, présentant une démonstration tangible de sa force. Le sultan a probablement hésité à s'incliner devant un empereur étranger qui semblait montrer ses muscles. Moussa était également soucieux d'asseoir son prestige à l'étranger et ne souhaitait pas non plus s'incliner, car cela risquait de compromettre sa démonstration de puissance. Au lieu de cela, Moussa est entré dans la cour et a humblement embrassé le sol pour louer Allah, ce qui l'a rendu sympathique au sultan, préservant ainsi leur dignité. Passons maintenant à l'aspect le plus célèbre du pèlerinage de Moussa, l'or. Faisant déjà tourner les têtes par la taille de son entourage, Moussa a, à lui seul, fait exploser l'économie d'une région entière grâce à sa générosité sans bornes. Il donnait beaucoup de pourboires, aurait distribué 20 000 pièces d'or au Caire, à la Mecque et à Médine, et achetait des bibelots et des souvenirs à tout prix, ce qui n'est pas la décision financière la plus judicieuse pour un touriste. Son injection d'or dans l'économie égyptienne a provoqué une dépréciation drastique de la valeur de l'or, entraînant une flambée des prix des marchandises, l'économie ayant du mal à s'adapter. Lors de son voyage de retour, Moussa a tenté de remédier à l'hyperinflation en empruntant autant d'or qu'il en avait donné. Les prêteurs du Caire ont saisi l'occasion, imposant des taux d'intérêt exorbitants. Finalement, la valeur de l'or remonte et les prix reviennent à la normale, jusqu'à ce que Moussa revienne à Mélie. Il rembourse rapidement ses dettes ainsi que les intérêts en un seul versement massif. Cela a provoqué l'effondrement des affaires des prêteurs, car le prix de l'or s'est à nouveau effondré. En faisant preuve d'une richesse inimaginable, Mansa Moussa avait perturbé, réparé et perturbé à nouveau l'économie de l'or en Afrique et au Moyen-Orient, avec des répercussions jusqu'en Europe. Pendant que Mansa Moussa partait en pèlerinage à la Mecque, Sagamandia, son général de confiance chargé des affaires de l'État, menait les campagnes militaires du Mali contre ses voisins. À son retour, Mansa Moussa constate que l'Empire s'est étendu à plusieurs territoires supplémentaires, dont l'un des plus importants est la ville de Tombouctou. De retour dans son pays, Mansa Moussa emmena avec lui une suite d'érudits, d'architectes et de bureaucrates arabes pour l'aider à construire les structures historiques que nous admirons aujourd'hui à Gao et à Tombouctou. Au cours de ces années, Tombouctou s'est transformé en un centre renommé d'érudition, de culture et de commerce florissant.
Des personnes originaires d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord ont afflué dans cette ville pour y acquérir des connaissances, y faire du commerce et y établir leur vie. Voici une histoire drôle. Un descendant du prophète Mahomet s'est rendu à Tombouctou pour enseigner aux musulmans maliens. Mais devinez quoi? Il n'a pas réussi le test d'entrée à l'école. Il a donc dû étudier pendant 3 ans pour devenir étudiant à l'université de Tombouctou. Le pèlerinage de Mansa Moussa a considérablement renforcé l'érudition islamique, entraînant la prolifération des madrasas et des bibliothèques, ainsi que l'expansion du savoir islamique. Simultanément, les dirigeants et les royaumes islamiques ont favorisé l'accroissement des échanges commerciaux, d'érudits et de poètes. Tombouctou devint ainsi l'épicentre des études et du commerce islamique en Afrique subsaharienne. Situé sur la frontière désertique de l'Empire malien, Tombouctou occupait une position stratégique pour faciliter le commerce entre les marchands d'or et de cuivre et les marchands de sel, de tissus et d'épices à travers la vaste étendue désertique, d'une taille équivalente à celle de la partie continentale des États-Unis. Cette transformation économique est remarquable, mais la plus grande réussite de Tombouctou, au cours de cette période, se situe dans le domaine de la croissance intellectuelle. Bien que ces actions puissent paraître banales aujourd'hui, ce que Moussa a entrepris à Tombouctou compte parmi les efforts contemporains les plus significatifs en matière de construction d'un État. Il a laissé derrière lui certains des érudits musulmans les plus éminents de l'époque, qu'il avait recrutés lors de son pèlerinage à la Mecque. En outre, il a commandé la construction de la mosquée Djinguereber, qui reste le site le plus important de Tombouctou sur le plan historique et qui fait partie intégrante de l'université de Tombouctou. L'investissement de Moussa dans la construction de la mosquée était considérable, s'élevant à 12 000 miqtals, soit l'équivalent de 1 500 000 livres sterling aujourd'hui. Moussa a également contribué au développement de la mosquée de Sankor, qui, à côté d'autres centres religieux, faisait office d'université. Après sa rénovation, l'université de Sankoré abritait la plus grande collection de textes écrits depuis la bibliothèque classique d'Alexandrie. À son apogée, Tombouctou pouvait accueillir jusqu'à 25 000 étudiants. Sankoré n'était pas le seul centre d'apprentissage de Tombouctou, car de nombreuses autres mosquées servaient d'université, ainsi que d'innombrables bibliothèques privées. Bien que les chiffres précis ne soient pas connus, on pense que la ville abritait plus d'1 million de livres. Bien que les chiffres exacts restent incertains, les écrits d'un érudit islamique renommé subsistent encore aujourd'hui, y compris les entrées de son journal écrites après le pillage de sa bibliothèque, qui contenait 1600 livres. Il a fait remarquer que sa bibliothèque était l'une des plus petites parmi les collections privées de la ville. À cette époque, la Mecque était un lieu de rassemblement de personnalités importantes, ce qui en faisait un terrain fertile pour le recrutement. Moussa a tiré parti de cette situation en introduisant dans l'empire malien l'élite de la Mecque, notamment des poètes, des architectes, des mathématiciens et des philosophes. Il ramena également au Mali 4 charifs, descendants du prophète Mahomet. Grâce à son pèlerinage, Moussa a réussi à réunir 2 caractéristiques essentielles du Mali, l'importance de l'islam et celle des routes commerciales. La présence des charifs a encouragé le développement du commerce avec le monde musulman, renforcé par les nouvelles routes commerciales établies au cours du voyage. Si le Hajj de Moussa était une entreprise spirituelle, il impliquait également la mise en place d'institutions immatérielles qui consolidaient la domination de l'Empire sans recourir à la violence, ce qui constituait une rupture avec les normes médiévales. La réputation de Tombouctou s'est rapidement développée. Le véritable triomphe de la ville n'est cependant pas l'or, mais l'impact durable qu'elle a laissé. Le Mali exportait désormais des idées, une culture et un sentiment de fierté et d'identité que son peuple chérissait. Ces éléments sont devenus une partie essentielle du patrimoine culturel du Mali, au même titre que des objets tels que le balafon, les sculptures en terre cuite et les magnifiques bijoux en or que l'on peut voir aujourd'hui au Smithsonian. Finalement, Moussa est devenu populaire et son voyage l'a placé au premier plan sur la carte. Il figure dans l'Atlas catalan de 1375, représenté sur son trône en Afrique subsaharienne, tenant un sceptre d'or dans la main gauche et contemplant une pépite d'or dans la main droite. Une couronne, naturellement en or, orne sa tête. La réputation du Mali grandit, les légendes le décrivant comme une terre où les pépites d'or poussent comme des carottes ou comme l'Eldorado de l'Afrique. Le voyage de Moussa a marqué l'aube de l'âge d'or de l'exploration, les expéditions ultérieures cherchant à se développer au contact d'autres cultures. Qu'ils soient motivés par la coopération ou la conquête, les États du monde entier ont reconnu la nécessité d'établir des liens plus larges pour soutenir leur développement et atteindre de nouveaux sommets. Et selon Jacob Davidson, qui a écrit sur Mansa Moussa en 2015, il était plus riche que quiconque ne pourrait le décrire. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, sur le site Celebrity Net Worth, ils ont dit que la richesse de Moussa est estimée à 400 milliards de dollars américains. Mais les historiens de l'économie s'accordent à dire qu'il est vraiment impossible de fixer un chiffre en ce qui concerne ses richesses. Le cas des autres. Atahualpa est un autre personnage riche de l'histoire qui a déstabilisé la richesse d'une région, tout comme Mansa Moussa.
Quelle est la richesse d'Atahualpa? À l'époque, la plus grosse rançon jamais versée l'a été pour Atahualpa. Il s'agit d'une pièce entière remplie d'or et d'argent qui, en valeur actuelle, représenterait environ 1,5 milliard de dollars et qui a même été inscrite au Guinness World Records en tant que plus grande rançon de tous les temps. Atahualpa est le fils cadet du souverain Inca Huayna Capac et d'une princesse équatorienne. Il n'était pas l'héritier légitime, mais il était le favori de son père. Lorsque Huayna Capac est décédé vers 1527, l'empire Inca s'est scindé. Atahualpa gouverne le nord depuis Quito, tandis que Huáscar, l'héritier légitime, gouverne depuis Cusco, la capitale traditionnelle des Incas. Mansa Musa et Atahualpa ont tous deux dirigé de leur vivant de puissants empires dans leurs régions respectives. Mansa Musa était l'empereur de l'empire du Mali en Afrique de l'Ouest, tandis qu'Atahualpa était l'empereur de l'empire Inca en Amérique du Sud. Atahualpa est décrit comme un homme courageux, ambitieux et aimé de l'armée. Très vite, il s'est retrouvé en guerre civile avec son demi-frère aîné pour le contrôle de l'empire. Ce conflit a dévasté les villes incas, anéanti l'économie et causé de nombreux décès. Au début de l'année 1532, près de Cusco, l'armée d'Atahualpa a vaincu les forces de Huáscar lors d'une grande bataille. Huáscar et sa famille sont capturés puis exécutés sur ordre d'Atahualpa. L'économie de l'empire Inca est assez intéressante. Elle est en fait assez unique, car c'est la seule civilisation importante et complexe qui ait vu le jour sans aucune sorte de système de marché. L'argent? Non, il n'en avait pas à l'époque. Au lieu de cela, il gérait l'ensemble comme une grande famille, l'empereur Inca décidant de tout, de la nourriture, des vêtements, des objets de luxe, des maisons et même de la population. Si vous étiez un homme, votre travail consistait à travailler pour l'empereur, qu'il s'agisse d'agriculture, de construction, d'artisanat ou de soldats. En retour, l'empereur s'assurait que vous disposiez de tout ce dont vous aviez besoin pour continuer à vivre. Alors qu'Atahualpa se détendait dans les sources d'eau chaude près de la petite ville Inca de Cajamarca, se préparant à entrer victorieusement dans Cusco, Francisco Pizarro arriva dans la ville avec environ 180 hommes le 15 novembre 1532. Pizarro invite Atahualpa à un festin en son honneur, ce que le chef Inca accepte. Le lendemain, Atahualpa arrive au lieu de rendez-vous avec des milliers de partisans désarmés. Pizarro, inspiré par l'exemple d'Hernán Cortés et de Montezuma au Mexique, avait préparé une embuscade. Atahualpa refuse les demandes du frère Vicente de Valverde, qui accompagne Pizarro, d'embrasser la foi chrétienne et le règne de Charles Quint d'Espagne. En réponse, Pizarro fait signe à ses hommes. Ils tirent des canons, des fusils et chargent avec des chevaux, tous inconnus des Incas, capturant Atahualpa et tuant un grand nombre de ses partisans. Conscient de la cupidité de ses ravisseurs, Atahualpa propose de remplir une pièce d'or pour obtenir sa libération, comme s'il s'agissait d'une rançon pour lui-même. Pizarro accepte. Les Incas ont donc apporté des statues, des bijoux et des objets d'art en or et en argent de tout l'empire. Les Espagnols ont tout fondu en lingots et en lingotins, amassant 24 tonnes d'or et d'argent, la plus importante rançon jamais payée. Une fois la rançon réunie, les conquistadors ordonnent l'exécution d'Atahualpa, mais celui-ci a le choix. Soit il est brûlé vif, soit il meurt de façon plus clémente par garrot s'il se convertit au christianisme. Bien qu'il ait résisté à la conversion pendant sa captivité, Atahualpa accepta de devenir chrétien et fut étranglé à mort ce jour-là. L'exécution d'Atahualpa marqua effectivement la fin de l'empire Inca, bien qu'un État Inca subsista jusqu'en 1572 dans une région montagneuse isolée appelée Vitcos. Bien qu'il soit difficile de mettre cela en perspective, la rançon qu'Atahualpa a acceptée représenterait environ 1,5 milliard de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Mais même si les Espagnols l'ont offert et ont pillé son empire, tout cet or et cet argent, d'une valeur de plusieurs milliards, ont afflué en Europe après 1500, provoquant une inflation assez folle et une longue récession économique. Et tout ce tas de quantités folles d'or a perturbé l'économie de l'Europe au XVIe siècle. Pouvez-vous deviner ce qui en est la cause? Oui, tout cela vient des richesses d'Atahualpa. En parlant d'Europe, la famille Rothschild est peut-être la dynastie bancaire européenne la plus renommée de l'histoire moderne. En fait, dans un podcast Spotify, l'animateur affirme que pour toute personne dans l'histoire, la part de Nathan Rothschild dans le GDP mondial est la plus élevée de toutes celles que nous connaissons, avec un demi-point de pourcentage du GDP mondial à son époque. Mansa Musa et les Rothschild ont tous deux eu un impact économique considérable. Le pèlerinage de Mansa Musa à la Mecque et la distribution d'or en cours de route ont perturbé les économies locales, tandis que la dynastie bancaire Rothschild a joué un rôle crucial dans le financement de divers gouvernements et projets européens, notamment en matière d'infrastructures et de chemins de fer. Nathan Mayer Rothschild et ses frères et sœurs sont légendaires pour leur rôle dans le financement du gouvernement britannique lors de ses campagnes militaires contre Napoléon. À sa mort, Nathan Mayer disposait d'un magot représentant 0,62% du revenu total de la Grande-Bretagne. Il a également veillé à ce que les Rothschild restent au sommet de la banque d'investissement en Grande-Bretagne et en Europe.
La société de Nathan à Londres, N.M. Rothschild, est spécialisée dans les lingots et les devises, et ses succès remarquables dans ces domaines lui valent un contrat important de la part du gouvernement britannique. En 1814, alors que le duc de Wellington avance en Espagne, il a besoin de fonds pour payer ses troupes. Nathan Rothschild et ses frères sont chargés par le gouvernement britannique de fournir ces fonds. Ils ont mis en place un réseau d'agents chargés d'acheter et de transférer des pièces de monnaie en monnaie locale pour Wellington. Les Rothschild sont choisis en raison de leur réputation de rapidité et de fiabilité dans les réseaux de messagerie et de communication. Nathan savait que le succès de cette entreprise pouvait déboucher sur des commandes plus importantes, ce qui fut confirmé lorsqu'un courrier des Rothschild fit l'éloge de leurs premières informations sur la victoire de Waterloo. Aider le gouvernement britannique est apparemment la meilleure affaire que j'ai jamais faite, comme le décrit Nathan lui-même. En décembre 1823, le Times rapporte que M. Rothschild a joué un rôle si important dans l'histoire de la génération actuelle qu'il est très probable que ses actions ne seront jamais oubliées, tout comme Mansa Musa. À la fin du XIXe siècle, certains ont même émis l'hypothèse que Nathan Rothschild avait amassé une fortune après Waterloo en tirant parti de sa connaissance précoce de la victoire, en investissant stratégiquement sur le marché et en capitalisant sur la hausse attendue du cours des actions à la suite de la victoire. L'examen approfondi des documents financiers de Rothschild a démenti ces affirmations, mais il a certainement mis en évidence le succès des Rothschild dans les domaines de la banque et de la communication. Alors que Mansa Musa a hérité de sa fortune, John D. Rockefeller a construit sa propre richesse et a été surnommé le premier milliardaire de l'histoire. En 1937, sa valeur nette estimée à 1,4 milliard de dollars représentait 1,5% du produit intérieur brut des États-Unis. Selon cette mesure, il reste l'individu le plus riche dans les annales de l'histoire économique et commerciale des États-Unis, un titre qu'il conserve encore aujourd'hui. John D. Rockefeller, né en 1839 à Richford, dans l'État de New York, fait preuve dès son plus jeune âge d'un talent naturel pour l'arithmétique. Après le déménagement de sa famille à Cleveland, dans l'Ohio, alors qu'il a environ 14 ans, il fréquente le Folsom's Mercantile College, où il apprend la calligraphie et la comptabilité. Diplômé en 1855, il se lance dans la recherche d'un emploi à Cleveland et suit de nombreux refus avant d'obtenir un poste d'assistant comptable chez Hewitt & Tuttle en 1859. Chez Hewitt & Tuttle, Rockefeller perfectionne ses compétences en matière de comptabilité et acquiert de l'expérience dans le domaine du négoce. La même année, il quitte l'entreprise pour explorer les possibilités de création d'entreprise. S'associant à Maurice B. Clark, il investit $4 000 pour créer la société Clark & Rockefeller, qui se concentre sur les services marchands à la commission, en particulier la vente de produits agricoles. Il prospère pendant la guerre de sécession, en fournissant de la viande, des céréales et du foin au gouvernement fédéral. Rockefeller, inspiré par le forage du puits de pétrole d'Edwin Drake en 1859, se lance dans l'industrie pétrolière. Il s'associe à Samuel Andrews pour se lancer dans le raffinage du pétrole sous le nom de Rockefeller & Andrews. En 1865, Rockefeller acquiert la part de Clark. Rockefeller et Andrews cherchent à stabiliser l'industrie pétrolière, caractérisée par des fluctuations de prix dues à son état naissant. Ils collaborent avec leur principal concurrent, Oliver H. Payne, pour établir une alliance coopérative qui aboutit à la création de la Standard Oil Company en 1870. Bien que confrontée à des problèmes juridiques, la Standard Oil Company finit par être dissoute, mais Rockefeller continue à faire des bénéfices, grâce à la résurgence de l'industrie pétrolière avec l'essor des automobiles, notamment le modèle T d'Henry Ford. À la fin des années 1890, il passe à une retraite axée sur la philanthropie. En 1913, sa fortune personnelle était estimée à 900 millions de dollars, soit près de 3% du produit intérieur brut des États-Unis pour cette année-là, qui s'élevait à 39,1 milliards de dollars. Cette année-là, il atteint le sommet de sa fortune, qui s'élève à environ 26,6 milliards de dollars si l'on tient compte de l'inflation et si l'on ramène le montant à 2022. En 1916, Rockefeller est déclaré premier milliardaire au monde. Rockefeller et Mansa Musa étaient tous deux connus pour leurs efforts philanthropiques et leur soutien à diverses causes. Rockefeller a créé plusieurs fondations caritatives, dont la Fondation Rockefeller, qui soutient l'éducation, la santé publique et la recherche scientifique. Mansa Musa était connu pour son soutien à l'érudition et à l'éducation islamique en Afrique de l'Ouest. Mansa Musa et J.P. Morgan avaient également un point commun. Ils faisaient partie des personnes les plus riches de leurs époques respectives. Mansa Musa est souvent considéré comme l'une des personnes les plus riches de l'histoire en raison de son immense fortune, provenant principalement des ressources en or de l'Empire du Mali, tandis que J.P. Morgan était l'une des personnes les plus riches de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, ayant amassé sa fortune grâce à la banque et aux investissements. Outre sa richesse, J.P. Morgan a également accompli des choses incroyables, comme le sauvetage de l'économie américaine. John Pierpont Morgan, né en 1837,
est issu d'une importante famille de banquiers et a choisi de se faire appeler Pierpont. Après avoir fréquenté des écoles privées de la Nouvelle-Angleterre et étudié l'histoire de l'art en Allemagne, il a épousé Frances Tracy en 1865, avec qui il a eu 4 enfants. À l'âge de 24 ans, il entre dans la finance new-yorkaise en tant que représentant à Wall Street de la société bancaire de son père. En 1861, un partenariat avec un banquier plus âgé aboutit à la création de Drexel, Morgan & Cie, qui devient l'un des principaux prêteurs du gouvernement américain. Morgan s'est fait connaître à Wall Street, malgré un nez déformé, violacé, dû à une maladie de peau. Il n'aimait pas les photos de profil et se servait même de sa canne pour repousser les photographes. Morgan a joué un rôle majeur dans le développement des principales industries américaines, à commencer par les chemins de fer. Il croyait qu'il fallait remplacer la concurrence intense par la stabilité économique et a orchestré des fusions dans divers secteurs. Ces efforts financiers ont donné naissance à des entreprises emblématiques telles que AT&T, General Electric et US Steel, tandis que sa passion pour la collection a conduit à des investissements importants dans l'art, les sculptures, les livres rares et les manuscrits. Alors que ses détracteurs le considéraient comme un capitaliste impitoyable, Morgan s'efforçait de mettre de l'ordre dans l'économie et d'empêcher les guerres de prix destructrices. Il a contribué à la restructuration des chemins de fer insolvables après la panique de 1893 et a joué un rôle clé dans la création de US Steel, la première entreprise milliardaire au monde, avec International Harvester et General Electric. La panique de 1907, une crise financière brève mais marquante du début du XXe siècle, déclenchée par des investissements spéculatifs et des politiques monétaires laxistes, a vu Morgan prendre les choses en main. Sans banque centrale sur laquelle s'appuyer, la crise a été évitée grâce à l'injection de fonds personnels, à des garanties et à l'intervention de financiers et d'investisseurs influents tels que JP Morgan et John D. Rockefeller. L'héritage de Morgan réside dans sa profonde influence sur la finance américaine, ses efforts pour stabiliser l'économie et ses contributions à des entreprises emblématiques. Tout comme on se souvient de Mansa Musa pour son grand pèlerinage et ses contributions à l'érudition et à l'architecture islamique, JP Morgan est connu pour son rôle dans l'élaboration du système financier moderne et pour son impact sur la société. JP Morgan est connu pour son rôle dans l'élaboration du système financier moderne et pour son impact sur des secteurs tels que la banque, l'acier et les télécommunications. Alors, pensez-vous que l'un de ces riches individus puisse égaler la richesse de Mansa Musa? Quelle que soit votre réponse, pourquoi ne pas tomber vous-même sur des pépites d'or en cliquant sur l'une des cartes affichées à l'écran pour découvrir d'autres histoires intéressantes comme celle-ci?